Bonjour, je m'appelle Cheryl Larivière et bienvenue à l'émission Sur la faille de Cadillac, une série de balados-diffusion du Musée minéralogique de l'Abitibi-Témiscamingue à Malartic, présentée par la mine Kina de Westdome, qui vous invite à parcourir l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue autrement. Dans les derniers épisodes, on a commencé à suivre la route 117 à travers les grands camps miniers de l'Abitibi-Témiscamingue. Après être entré dans la région par Louiscourt puis avoir traversé Val-d'Or, un des pôles majeurs de l'exploitation aurifère, on s'est arrêté à Malartic, où l'activité minière transforme complètement le paysage. Aujourd'hui, on poursuit notre route un peu plus à l'ouest, mais on arrive dans un secteur un peu différent. Parce qu'ici, entre Malartic, Rivière-Éva et Cadillac, on est vraiment au cœur de la faille de Cadillac. Un endroit où se croisent à la fois des projets miniers majeurs, des initiatives de colonisation et des réalités économiques parfois plus fragiles. Et c'est ce secteur qui donne justement son nom à toute la faille. Maxime, pourquoi on appelle ça la faille de Cadillac? Tout simplement parce que Cadillac, le canton, mais aussi la municipalité qui est aujourd'hui en fait devenue un quartier de Rouyn-Noranda, se trouve à peu près au centre du tracé de la faille. La faille, elle s'étire sur plus d'une centaine de kilomètres à travers l'Abitibi, mais le nom qu'on lui donne vient donc d'un point de repère précis sur le territoire, là, en son centre, et c'est ici, donc le secteur de Cadillac, qui s'est imposé naturellement. En même temps, quand on regarde le développement du territoire, on voit que ce secteur-là devient rapidement un point de passage. Avant même d'avoir une route continue comme aujourd'hui, on aménage des chemins pour relier les différents projets miniers, notamment entre Rouyn, Val-d'Or, puis le secteur de Cadillac, donc avec des sites comme la mine O'Brien. Le segment Cadillac-Rouyn-Noranda, ce segment de route apparaît justement dans une volonté de relier les projets miniers de Rouyn jusqu'à Amos, ce qui permet par le fait même donc de rendre les gisements du canton de Cadillac plus intéressants pour les éventuels investisseurs. Donc tranquillement, c'est un axe qui commence à se structurer, même si on est encore loin de la route 117 telle qu'on la connaît. Puis en suivant cet axe-là, entre Malartic et Cadillac, on traverse aussi un endroit qui se développe un peu différemment des autres localités dont on a parlé jusqu'à maintenant. Tu fais référence à la municipalité de Rivière-Éva, c'est ça? Exact. Puis ce qui est particulier avec Rivière-Éva, c'est que contrairement aux autres endroits dont on a parlé jusqu'à maintenant, c'est pas une localité qui se développe directement autour d'une mine. Elle apparaît plutôt en 1935 dans le cadre du plan de colonisation Vautrin, donc un programme qui avait été mis en place, là, on s'en souvient, par le gouvernement pour encourager les familles à venir s'installer en Abitibi et à y développer l'agriculture. En même temps, on est en plein cœur d'un secteur minier. On se trouve très près de Malartic, où on l'a vu dans notre dernier épisode. Il y a 4 mines en activité. On est aussi très près de Cadillac, là, où il y a aussi une forte activité minière. Donc rapidement, là, il y a une espèce de cohabitation qui s'installe. Les gens viennent pour cultiver la terre, mais ils sont entourés de projets miniers, puis de villes qui se développent autour de l'or. Et dans les faits, plusieurs vont naviguer entre les deux réalités. Travailler dans les mines, puis maintenir aussi une activité agricole en parallèle. Donc, Rivière-Éva, ça devient un peu un espace hybride qui ne correspond pas tout à fait au monde classique du camp minier qu'on a vu jusqu'ici. Et c'est justement pour ça qu'à l'époque, Rivière-Éva va être surnommée aux quatre coins, parce que la municipalité se trouve au croisement entre, d'un côté Malartic puis Val-d'Or, de l'autre côté Cadillac et donc Rouyn-Noranda, puis de l'autre Amos aussi vers le nord. Donc, pendant que Rivière-Éva se développe dans cette logique-là, du côté de Cadillac, on est vraiment dans un tout autre modèle. En effet, avec Cadillac, on est beaucoup plus dans un développement minier classique, comme ce qu'on a vu dans les autres épisodes. Donc ici, ce n'est pas un projet de colonisation à la base, c'est vraiment la mine qui structure le territoire. Dès les premières découvertes, on voit apparaître des projets d'exploitation, puis un noyau de population qui se développe directement autour de ces activités-là. Et rapidement, avec l'ouverture de la mine O'Brien dès 1930, le secteur prend de l'ampleur, puis un véritable village minier qui commence à se former. À ce moment-là, on parle surtout du campement minier O'Brien, même d'un village O'Brien. C'est seulement en 1948 que le camp minier devient officiellement une municipalité, donc la municipalité de Cadillac. Est-ce que la mine O'Brien est la seule mine dans le secteur à ce moment-là? C'est certainement la plus importante à ce moment-là, oui. Elle est en activité de 1930 à 1956, donc c'est vraiment elle qui structure le développement du secteur pendant plusieurs décennies.
Mais elle n'est pas la seule, bien évidemment. Autour d'O'Brien, on voit apparaître plusieurs autres mines là, qui ont des trajectoires beaucoup plus courtes. Des mines comme la Micmac, la Central Cadillac, la Lapa Cadillac, la Wood Cadillac, la Pandora ou encore la Thompson Cadillac. Mais ce sont des mines qui vont entrer en production, mais souvent pour des périodes assez brèves. Dans bien des cas, on parle d'exploitation de quelques années seulement, parfois 5 ans ou moins, et plusieurs vont fermer là, pendant la Seconde Guerre mondiale là, ou immédiatement après. Donc on a un contraste assez marqué entre une mine centrale, plus stable, puis une série de projets plus éphémères qui gravitent autour. Donc, Cadillac est vraiment dans un modèle minier assez typique. Mais du côté de Pressac, la réalité est un peu différente encore une fois. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, exactement. Pressac, à la base, c'est une municipalité qui se développe un peu comme Rivière-Eva, dans une logique de colonisation. Donc, les premiers colons s'installent dans les années 1930, notamment à proximité de la rivière Kinojévis, avec l'objectif de développer l'agriculture puis d'occuper le territoire. Mais encore une fois, on est dans un secteur où le potentiel minier est bien présent. Donc, avec le temps, il y a une activité minière qui va aussi se développer, mais dans un registre qui est un petit peu différent de ce qu'on voit à Cadillac. Ici, on ne parle pas seulement d'or, mais aussi de molybdénite, un minerai qui va être exploité dans le secteur là, à différentes périodes. En fait, dès le début du 20e siècle, donc entre 1906 et 1909, il y a des prospecteurs qui vont déjà identifier le potentiel gisement de molybdénite dans le canton de Pressac. Éventuellement, la mine Pressac-Moly va entrer en activité à 2 reprises, d'abord pendant la Seconde Guerre mondiale, entre 1943 et 1944, puis de nouveau dans les années 60, donc de 62 à 71. Et au sud du territoire, on retrouve aussi une mine, là, la mine Cadillac-Moly, qui entre en production donc entre 65 et 70. Donc on voit que l'activité minière, elle est bien présente, mais elle se développe par phase et souvent en parallèle d'une occupation du territoire qui reste aussi agricole. C'est ce qui fait que Pressac, encore une fois, se distingue un peu des grands camps miniers qu'on a vus ailleurs. Et la molybdénite, c'est un minerai qu'on connaît beaucoup moins que l'or. À quoi ça sert exactement? Effectivement, c'est beaucoup moins connu que l'or. La molybdénite, c'est un minerai à partir duquel on extrait le molybdène. Le molybdène, c'est un métal qui est surtout utilisé pour renforcer l'acier. Concrètement, on l'ajoute dans des alliages pour les rendre plus résistants à la chaleur, à la pression, puis à l'usure. Donc, on va retrouver ça dans toutes sortes d'équipements industriels, dans des outils, les machines, même dans certaines pièces qui sont utilisées là, en aéronautique. Donc, c'est pas un métal précieux comme de l'or, mais c'est un matériau qui est très utile, surtout dans des contextes industriels. On l'a vu dans plusieurs secteurs dont on a parlé jusqu'à maintenant. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a souvent des périodes de ralentissement, parfois même des fermetures de mines. Est-ce que c'est quelque chose qu'on observe aussi dans le secteur de Cadillac et de Pressac? Oui, tout à fait. Comme ailleurs en Abitibi, il y a plusieurs mines du secteur qui ferment progressivement là, à partir des années 1940-1950, et notamment la plus importante, là, la mine O'Brien, qui ferme ses portes en 1956. Donc l'activité minière diminue, puis la région doit s'adapter. À ce moment-là, ce qui reste surtout, c'est l'exploitation de la molybdénite du côté de Pressac, mais aussi toute l'industrie forestière qui devient un pilier important là, de l'économie locale. Par exemple, il y a la Canadian International Paper, la CIP, qui va employer donc une bonne partie de la population pendant plusieurs années. Mais c'est une stabilité qui ne va pas durer malheureusement. Donc au début des années 70, là, les dernières mines de molybdène ferment, puis la CIP, la CIP, met fin à ses activités dans le secteur. Et là, on entre dans une période qui est beaucoup plus difficile pour Cadillac. En 1971, la situation devient assez tendue. Il y a des camionneurs qui organisent un blocus sur la route 117 pendant près d'une semaine pour réclamer des mesures d'emploi pour les travailleurs là, qui se retrouvent sans travail. À un moment donné, près de 1400 automobilistes sont immobilisés, puis on refuse même le passage à certains véhicules, notamment gouvernementaux. Donc on voit vraiment une communauté qui se mobilise pour tenter de sortir de l'impasse. Finalement, le gouvernement intervient, met en place certaines mesures d'emploi, puis la situation va se stabiliser. Mais malgré tout, ça reste une période qui est marquée par beaucoup d'incertitudes. Et en même temps, il y a quand même un certain espoir qui commence à émerger. Parce qu'au milieu des années 70, il y a de nouveaux projets miniers qui refont surface dans le secteur, notamment avec la découverte d'un gisement qui va éventuellement donner naissance à la mine Doyon. Et ce gisement-là, il est découvert par quelqu'un d'assez marquant dans l'histoire minière de la région. Là. On parle de Arthur Doyon. Oui, exactement, Cheryl. Puis Arthur Doyon, c'est un personnage qui est
Assez fascinant dans l'histoire minière là, de la région. En fait, c'est quelqu'un qui est originaire de la Beauce. Il arrive en Abitibi à la fin des années 30. Et il travaille d'abord dans les mines, mais il va quitter assez rapidement là, parce que le travail sous terre, il trouve ça trop difficile. Il faut rappeler qu'à l'époque, c'était exigeant Oui, aussi. tout à fait. Là. A raison. Ce qui l'intéresse, c'est plutôt donc la prospection. Et donc, il apprend sur le terrain, il va développer ses propres méthodes, puis il commence à piqueter des claims. Et avec le temps, il va se bâtir une certaine réputation comme prospecteur, comme étant quelqu'un de très rigoureux, très réfléchi. Dans les années 50, il fonde sa propre compagnie, la Odino Minière, avec quelques associés. Au départ, ça reste quelque chose d'assez modeste. Il y a même de la difficulté à trouver des investisseurs, mais la situation change complètement en 1974 lorsqu'il découvre un gisement important du côté de Cadillac. Et là où Doyon se démarque vraiment, c'est dans la façon dont il négocie. Plutôt que de vendre simplement son terrain, son claim, il obtient un montant initial, mais surtout des redevances sur la production future. Donc chaque fois que la mine produit, lui, il touche un pourcentage. Et ça va lui assurer des revenus qu'on s'imagine assez importants pendant plusieurs années. Cette découverte-là, elle va éventuellement mener à la mise en production donc de la mine Doyon dans les années 80, qui devient l'un des projets majeurs du secteur. Et en parallèle, on voit aussi apparaître d'autres exploitations importantes là, du côté de Cadillac, comme la mine Bousquet. Donc après une période donc plus difficile, dans les années 70, on assiste à un certain renouveau minier dans le secteur, avec 2 projets qui vont marquer durablement le territoire. Donc après ces cycles-là de développement, de ralentissement, puis de relance, à quoi ressemble aujourd'hui tout ça, l'activité minière du secteur, le portrait actuel? Elle est bien présente. Là. Par exemple, du côté de Pressac, on retrouve la mine La Ronde, qui est exploitée par Agnico Eagle, qui est reconnue comme étant l'une des mines les plus profondes en Amérique du Nord. C'est un site majeur qui montre à quel point l'exploitation s'est transformée avec le temps, là, autant sur le plan technologique que sur l'ampleur des opérations. Puis, dans le secteur de Cadillac, mais un petit peu plus à l'ouest, là, vers les anciens sites comme la Doyon, on retrouve la mine Westwood, exploitée par IAMGOLD. C'est une mine souterraine qui s'inscrit directement dans la continuité de l'histoire minière du secteur, donc avec cette idée de réinvestir des zones déjà connues pour leur potentiel. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit un retour vers certains sites historiques. La mine O'Brien, par exemple, fait actuellement l'objet de nouveaux projets d'exploration, avec l'idée de relancer peut-être éventuellement la production. Donc, même après près d'un siècle d'activité, le canton de Cadillac continue de jouer un rôle central dans le développement minier de la région. Donc, à travers des endroits comme Rivière-Éva, Cadillac et Pressac, on voit à quel point le développement du territoire ne suit pas un seul modèle. Entre la colonisation, l'exploitation minière, des périodes de croissance, de ralentissement, puis de relance, c'est toute une région qui se construit, qui s'adapte puis qui se transforme au fil du temps. Et encore aujourd'hui, la faille de Cadillac continue de façonner le territoire, autant sur le plan économique que culturel. En terminant, pour celles et ceux que ça intéresse, là, il y a une façon assez concrète de se reconnecter avec cette histoire-là. Arthur Doyon, dont on vient de parler, était aussi un collectionneur passionné. Donc, au fil des années, il a rassemblé une importante collection de minéraux. Là. Certains qu'il a trouvés lui-même, puis d'autres qu'il a obtenus par échange là, avec des collectionneurs d'un petit peu partout. Et cette collection-là, elle a été léguée au Musée minéralogique de l'Abitibi-Témiscamingue à Malartic. Donc aujourd'hui, c'est possible d'aller la voir puis de découvrir une autre facette de l'histoire minière de la région à travers les minéraux eux-mêmes. Donc, une passion qui lègue encore quelque chose de précieux aujourd'hui. Merci beaucoup, Maxime. Merci, Cheryl. Vous venez d'entendre Sur la faille de Cadillac, une série produite par le Musée minéralogique de l'Abitibi-Témiscamingue à Malartic. Cette émission en balado-diffusion est présentée par Westdome Minkina avec le soutien de CEMAC Tyson, d'Eldorado Gold Québec, du projet minier Novador de Fresnillo PLC, de Ressources Cartier, Ressources Falco, de la mine Westwood d'IAMGOLD, de Sébastien Lemire, député d'Abitibi-Témiscamingue, de Mendigold Masty, député d'Abitibi Bay James Nunavik Eo et Pierre Dufour, député d'Abitibi-Est.
Cet épisode est rendu possible grâce au travail de recherche et de rédaction exécuté par Félix Lemieux, assistant de recherche au musée et candidat à la maîtrise en histoire à l'Université de Sherbrooke, et réalisé par Maxime Bolduc, coordonnateur des expositions et responsable du développement de projets au musée, également doctorant en études culturelles à l'Université de Sherbrooke. La musique est une réalisation de Jérémy Tessier du studio Cohérence.